Monsieur le Président, puis-je vous demander de donner la parole au professeur Arsencio qui montrera que les autres conditions nécessaires à l'indication de mesures conservatoires, le risque de préjudice irréparable et l'urgence d'y parer, ne sont de toute manière pas non plus réunies. Je remercie le professeur Alain Pellet et je donne la parole au professeur Hervé Asensio. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de paraître ce matin devant votre cour au nom de la République française. Le professeur Pellet vient de démontrer que votre cour n'était pas compétente prima facie dans la présente affaire, que les droits revendiqués par la République de Guinée équatoriale n'étaient pas plausibles et que la demande de mesures conservatoires constituait un détournement de procédure. Pour surplus de droit, je rappelle que l'indication de mesures conservatoires est soumise à d'autres conditions, bien connues et établies de longue date par votre jurisprudence, l'urgence et le risque de préjudice irréparable. Or, l'analyse des circonstances de la présente affaire montre clairement que ni l'une ni l'autre de ces deux conditions n'est remplie. Cela est vrai pour l'ensemble des demandes de la Guinée équatoriale qui portent, premièrement, sur la suspension des procédures pénales contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, deuxièmement, sur le traitement de l'immeuble C42 avenue Foch comme locaux de la mission diplomatique, et troisièmement, sur la préservation d'autres droits et la non-aggravation du différend. J'examinerai simultanément la question de l'urgence et celle du préjudice irréparable pour chacune de ces trois demandes, en suivant l'ordre retenu dans la demande en indication de mesures conservatoires du 29 septembre 2016. Il apparaîtra également au cours de l'exposé que certaines d'entre elles sont sans lien avec les demandes figurant dans la requête en date du 13 juin 2016 et qu'elles devraient, pour ce motif, être rejetées. En premier lieu, donc, l'absence d'urgence et de préjudice irréparable dans les procédures pénales engagées contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue. Dans sa demande en indication de mesures conservatoires, la République de Guinée équatoriale argue de l'imminence d'un procès pénal pour en justifier l'urgence. Elle cite à ce propos l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 septembre 2016 et la convocation de M. Nguema Obiang Mangue devant ce même tribunal le 24 octobre. Elle souligne encore que l'ordonnance de renvoi n'était pas susceptible d'appel et en déduit que le prévenu peut être condamné à une peine privative de liberté à tout moment. Contrairement à ce qu'affirme la République de Guinée équatoriale, une condamnation définitive n'est pas du tout imminente. L'agent de la République française a expliqué tout à l'heure que l'audience du 24 octobre n'aura pas pour objet le jugement au fond. Elle vise à remédier à l'absence de visa des textes d'incrimination et de répression dans l'ordonnance de renvoi, de manière à respecter au mieux les droits de la défense. L'audience du 24 octobre ne crée donc aucune urgence et elle ne fait apparaître aucun préjudice d'aucun genre. Au contraire, la France se montre soucieuse du parfait respect des droits de M. Nguema Obiang Mangue dans le déroulement de la procédure pénale française. L'agent de la République française a expliqué tout à l'heure que l'audience du 24 octobre, compte tenu des délais habituels devant les juridictions répressives françaises, l'affaire dans laquelle M. Teodoro Nguema Obiang Mangue est cité ne devrait être audiencée et jugée que l'an prochain. Or, et contrairement à ce qui a été suggéré hier, le prévenu n'est pas forcément tenu d'assister aux audiences devant le tribunal correctionnel. En vertu de l'article 411 du Code de procédure pénale, il peut demander à être jugé en son absence, tout en étant représenté par son avocat.
Sans doute le tribunal peut-il estimer la comparution du prévenu nécessaire, mais les circonstances de l'affaire rendent l'hypothèse hautement improbable. En effet, on imagine mal le tribunal correctionnel suspendre ses audiences pour attendre l'arrivée d'un prévenu résidant à l'étranger. De surcroît, l'existence de voies de recours est un élément essentiel à prendre en considération au regard du critère de l'urgence. Comme l'agent de la République française l'a expliqué tout à l'heure, une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté ne deviendrait définitive qu'après plusieurs années, en tenant compte de la possibilité d'un appel, puis d'un recours en cassation. Cela fait perdre tout caractère d'urgence à la demande de la République de Guinée équatoriale. Il n'existe pas non plus de risque de préjudice irréparable aux droits de la République de Guinée équatoriale. À cet égard, les arguments soulevés par la partie demande restent très généraux, à savoir un obstacle au déplacement à l'étranger de M. Théodore Nguema Obiang Mangué et la non-reconnaissance d'une immunité. Aucune précision n'a été apportée, ni aucun élément démontrant que M. Nguema Obiang Mangué aurait été empêché en une ou en plusieurs occasions depuis 2012 d'exercer ses fonctions. Qui plus est, l'ensemble de cette argumentation est hautement contestable, aussi bien du point de vue juridique que factuel. Sous l'angle juridique, l'idée que M. Théodore Nguema Obiang Mangué bénéficierait d'une immunité internationale, y compris pour des actes accomplis à titre privé, est fondée sur une analogie abusive entre sa fonction et la fonction des trois autorités qui bénéficient traditionnellement d'une immunité personnelle en droit international, le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. On parle également de la triade ou de la troïka. Or, dans sa jurisprudence sur les mesures conservatoires, votre Cour n'a jamais jugé qu'une procédure pénale en cours concernant un agent de l'État autre que ces trois personnes risquerait de causer un préjudice grave et irréparable. Dans l'affaire du mandat d'arrêt, vous avez estimé que le préjudice irréparable n'était pas établi du fait qu'un mandat d'arrêt visait M. Yerodia, le ministre de l'Éducation nationale de la République démocratique du Congo. Dans l'affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France, vous avez écarté l'idée qu'un tel préjudice résulte du mandat d'amener délivré à l'encontre du général Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises. Vous l'avez également écarté s'agissant de la citation dans le dossier d'instruction du général Oba, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Qui plus est, M. Théodore Nguema Obiang Mangué ne fait plus actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt délivré le 13 juillet 2012 a cessé de produire tout effet le lendemain du jour où il a été mis en examen, le 18 mars 2014. Comme l'agent l'a exposé tout à l'heure, l'hypothèse d'émission d'un nouveau mandat d'arrêt avant la fin de la procédure est hautement improbable. Dès lors, il n'existe aucun risque réel et imminent de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence de votre Cour. Par ailleurs, les activités officielles de M. Nguema Obiang Mangué, telles que présentées par la République de Guinée équatoriale, ne sont pas de nature telle que la procédure pénale déclenchée en France constitue pour cet État un préjudice irréparable. Il convient de rappeler ici que ces fonctions ont évolué dans le temps. Lorsqu'une enquête préliminaire a été ouverte en 2007 à propos de ses activités privées, il était ministre de l'Agriculture.
Le 21 mai 2012, il a été nommé second vice-président de la République de Guinée équatoriale, puis vice-président le 21 juin 2016, peu après le dépôt de la requête devant votre cour. Pour autant, le champ de ses fonctions n'a pas évolué depuis 2012. Il est en charge de la défense nationale et de la sécurité de l'État. Ceci étant, M. Teodoro Nguema Obiang n'est pas le seul membre du pouvoir exécutif chargé de ces domaines. En effet, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale comprend aussi un ministre de la Sécurité nationale, un ministre de la Défense nationale, un ministre délégué auprès de la présidence de la République en charge de la sécurité extérieure, un ministre délégué à la sécurité nationale et un vice-ministre de la Défense nationale. Dès lors, je m'interroge. Si l'on devait reconnaître une immunité rationnée personnée à un vice-président ou à un second vice-président, parce qu'il est en charge de la défense nationale et de la sécurité de l'État, et parce qu'il peut être amené à se déplacer à l'étranger, faudrait-il le faire aussi pour les autres membres de l'exécutif ayant une responsabilité à ce titre? La demande de la République de Guinée équatoriale, comme on le voit, soulève en réalité un risque considérable d'élargissement des immunités personnelles, alors que le droit international coutumier s'en est toujours tenu à la Troïka. Les travaux en cours à ce sujet à la Commission du droit international des Nations Unies le confirment et n'envisagent nullement un élargissement. À tout le moins, une procédure en indication de mesures conservatoires ne se prête guère à trancher une question aussi sensible et complexe. En outre, il faut le souligner à nouveau, M. Nguema Obiang n'est pas empêché d'effectuer des déplacements à l'étranger du fait de la procédure pénale en cours en France. Il n'y a plus de mandat d'arrêt en vigueur à son endroit. Et comme cela vous a été expliqué, l'édiction d'une nouvelle mesure de contrainte est hautement improbable avant le terme de la procédure, c'est-à-dire avant qu'une éventuelle condamnation ne devienne définitive après épuisement de toutes les voies de recours. D'autre part, et en tout état de cause, il peut parfaitement se déplacer à titre officiel dans le cadre d'une mission diplomatique spéciale, car il bénéficiera alors d'une immunité conformément au droit international. Enfin, la République de Guinée équatoriale demande à votre cour d'ordonner que la République française s'abstienne de lancer une nouvelle procédure contre M. Teodoro Nguema Obiang. À l'évidence, la demande ne revêt aucun caractère d'urgence et ne soulève aucun risque de préjudice irréparable en l'absence du moindre indice suggérant que les autorités françaises s'apprêteraient à ouvrir une enquête dans un autre dossier impliquant la même personne. Par sa généralité et son caractère hautement hypothétique, cette demande n'a pas de lien avec l'affaire soumise à votre cour. J'en viens maintenant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, au deuxième point, l'absence d'urgence et de préjudice irréparable dans le traitement de l'immeuble du 42 avenue Foch comme locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne en France. Contrairement à ce qu'affirme la République de Guinée équatoriale, il est certain qu'une confiscation judiciaire de l'immeuble et une expulsion résultant de sa vente ne sont pas imminentes. Il convient de préciser ici que, dans la procédure française, une saisie pénale immobilière n'a qu'un effet conservatoire. Le propriétaire de l'immeuble ne peut pas le céder, mais il en garde la libre jouissance jusqu'à ce que les juges se soient prononcés sur le fond de l'affaire en dernière instance.
Dès lors, les explications données sur le déroulement de la procédure concernant M. Nguema Obiang-Mangue valent également pour l'immeuble du 42 avenue Foch. À supposer que le tribunal correctionnel prononce l'année prochaine une mesure de confiscation, celle-ci pourrait faire l'objet d'un appel, puis d'un recours en cassation, avec effet suspensif. La République de Guinée équatoriale pourra d'ailleurs faire valoir devant les juges du fond, si elle le désire, ses droits éventuels relatifs à la propriété de l'immeuble. Une décision définitive de confiscation, si elle était finalement confirmée, n'interviendrait pas avant plusieurs années. D'autre part, la Guinée équatoriale invoque un risque d'intrusion qui l'empêcherait de mener ses activités quotidiennes. Pour autant, elle n'apporte aucun élément précis démontrant un tel risque. Elle n'a notamment exposé aucun argument relatif à une quelconque intrusion, ni à une nouvelle mesure de contrainte qui serait imminente et imputable aux autorités françaises. Les circonstances n'ont donc aucun rapport avec celles ayant conduit votre cour à prononcer des mesures conservatoires dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran à la suite d'une prise d'otage. Tout parallèle serait des plus excessifs, et il convient de s'en tenir aux circonstances de la présente affaire. En premier lieu, les perquisitions conduites au 42 avenue Foch l'ont été à la demande des autorités judiciaires françaises dans le cadre d'une procédure légale. Elles n'ont eu lieu qu'en 2011 et en 2012, et non pas, comme l'indiquait hier le professeur Maurice Kamto, sur une période allant de 2011 à 2016. Depuis lors, c'est-à-dire depuis plus de 4 ans, aucune mesure de contrainte en rapport avec cet immeuble n'est intervenue. Aucune intrusion non plus à la connaissance des autorités françaises. Qui plus est, la République française a accordé une protection aux locaux du 42 avenue Foch, tout en rappelant sa position constante, à savoir que la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale restait située au 49 boulevard de Courcelles. Cela s'est produit notamment le 13 octobre 2015 en raison d'une manifestation des membres de l'opposition équato-guinéenne en France et plus récemment à l'occasion des élections du 24 avril 2016 car un bureau de vote y était installé. À l'évidence, la condition d'urgence requise pour le prononcé des mesures conservatoires n'est pas remplie. Celle relative au risque de préjudice irréparable ne l'est pas davantage. Comme on l'a vu, l'immeuble fait actuellement l'objet d'une saisie pénale. Il est certain que sa vente ne pourrait avoir lieu qu'à l'issue de la procédure pénale en cours, dans l'hypothèse d'une décision judiciaire prononçant la confiscation et lorsque la dite décision sera devenue définitive. Dans l'affaire de l'Interhandel, qui portait également sur des biens saisis à des fins conservatoires dans une procédure pénale en cours, votre cour n'a prononcé aucune mesure conservatoire. Elle a attaché la plus grande importance au fait que la vente ne pourrait intervenir qu'au terme de la procédure judiciaire, excluant jusque-là tout risque de préjudice irréparable. Il n'existe de même aucun risque dans la présente affaire. Par ailleurs, la saisie de l'immeuble a pour effet de protéger les droits de toutes les personnes concernées par l'affaire dont la justice française est saisie. La mesure protège aussi le droit de la France à faire respecter sa législation pénale et à poursuivre et réprimer les infractions commises sur son territoire. Conformément à votre jurisprudence, il convient,
lors de l'examen d'une demande en indication de mesures conservatoires, de préserver l'ensemble des droits en cause. Or, la mesure de saisie permet justement de maintenir l'équilibre entre les différents droits, aussi bien dans la procédure judiciaire française que dans la procédure engagée devant votre cour. Une autre circonstance mérite encore d'être soulignée. Les demandes de l'État requérant relatives à l'immeuble du 42 avenue Foch sont d'autant plus contestables qu'il a lui-même contribué à créer la situation dont il se plaint aujourd'hui. L'agent de la République française a rappelé tout à l'heure que les déclarations de la République de Guinée équatoriale avaient beaucoup varié entre 2011 et 2012 s'agissant de l'usage de l'immeuble. Un point est clair, cependant. La mission diplomatique de Guinée équatoriale en France a déclaré officiellement s'être installée à cette adresse seulement à partir du 27 juillet 2012. Cette date critique apparaît avec la plus grande clarté dans la note verbale adressée le même jour par son ambassade au ministère français des Affaires étrangères et européennes, note qui a également été citée par le professeur Pellet. En raison de son importance, je la cite à nouveau. Les services de l'ambassade sont, à partir de vendredi 27 juillet 2012, installés à l'adresse 642 avenue Foch, Paris 16e, immeuble qu'elle utilise désormais pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique en France. Or, la saisie de l'immeuble avait été ordonnée le 19 juillet 2012. Compte tenu de l'extrême attention portée par la République de Guinée équatoriale à la procédure judiciaire concernant M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, elle ne pouvait ignorer qu'elle déclarait ainsi s'installer dans un immeuble faisant l'objet d'une saisie pénale. Ce point lui a d'ailleurs été confirmé par la France dans une note verbale du 6 août 2012. La République de Guinée ne saurait donc aujourd'hui invoquer devant vous un préjudice en raison d'une situation qu'elle a elle-même créée, à savoir l'installation dans un immeuble grevé d'une mesure de sûreté. Rappelons encore qu'aucune perquisition ni aucune mesure de saisie n'a eu lieu après cette date, après le 27 juillet 2012, dans l'immeuble du 42 avenue Foch. Aux demandes relatives à l'immeuble, la République de Guinée équatoriale adjoint une demande de protection de l'ameublement ou autres objets qui se trouvent et même qui se trouvaient dans les locaux prétendument diplomatiques installés au 42 avenue Foch. L'expression est à vrai dire assez imprécise et elle n'a pas été reprise hier par le Conseil de la Guinée équatoriale, le professeur Maurice Canto. Au lieu de parler des objets qui se trouvaient dans l'immeuble, il a parlé des objets qui s'y trouveraient. La nuance est d'importance car la formule n'est plus tournée vers le passé et ne porte plus sur les objets saisis en 2011 et 2012. S'il faut voir ici une évolution des demandes de la République de Guinée équatoriale, elle est bienvenue. En effet, la République française considère que la demande relative à l'ameublement et aux objets qui se trouvaient dans l'immeuble avant sa saisie est sans lien avec l'objet du différend. Dans les conclusions de la requête, au point C, la requérante demande seulement la protection de l'immeuble, si au 42 avenue Foch, et des locaux de sa mission diplomatique à Paris. Elle n'a à aucun moment demandé la protection de mobilier ou autres objets, et notamment pas de ceux qui s'y trouvaient avant le 27 juillet 2012,
date à laquelle elle déclare officiellement transférer ses locaux diplomatiques au 42 avenue Foch. Conformément à votre jurisprudence et celle de votre devancière, la Cour permanente de justice internationale, dans l'affaire de la réforme agraire polonaise, de telles demandes devraient être rejetées en ce qu'elles ne tendent pas uniquement à sauvegarder l'objet du différend et l'objet des demandes tels que soumis par la requête introductive d'instance. En tout état de cause, si la demande portait véritablement sur des meubles et objets saisis depuis plusieurs années, elle serait dépourvue de tout caractère d'urgence. De plus, la République de Guinée équatoriale n'a jamais prétendu détenir un titre quelconque sur les 10 objets. Elle ne peut donc subir aucun préjudice irréparable. Il me reste, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, à aborder très brièvement un dernier point. L'absence d'urgence et de préjudice irréparable pour les autres demandes. La Guinée équatoriale demande au point C de ses conclusions, tendant au prononcé de mesures conservatoires, que la France s'abstienne de toute autre mesure susceptible de porter préjudice aux droits revendiqués et ou d'aggraver ou étendre le différend. Au soutien de cette demande, elle invoque un risque d'atteinte à l'honneur et à l'image internationale de la Guinée équatoriale et d'atteinte à la dignité du vice-président et de la mission diplomatique. À l'évidence, la demande est particulièrement générale et vague. Aucun élément précis n'a été avancé pour démontrer l'urgence ou le risque de préjudice irréparable, ni le risque d'aggravation du différend. Dans l'affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France, votre Cour a rejeté des demandes semblables, n'en voyant pas les nécessités dans les circonstances de l'espèce. L'examen qui a été fait ce matin devant vous des circonstances de la présente affaire ne peut conduire qu'à la même conclusion. En somme, le déroulement normal d'une procédure pénale visant des infractions commises sur le territoire français et concernant un ressortissant équato-guinéen ainsi que ses biens situés en France ne saurait porter atteinte à l'honneur ni à la dignité de la République de Guinée équatoriale, de ses représentants ou de sa mission diplomatique. L'issue de cette procédure reste à l'heure actuelle à la fois éloignée et hypothétique, et elle ne fait apparaître ni urgence ni préjudice irréparable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, ainsi s'achève la présentation des arguments de la délégation de la République française pour ce premier tour de plaidoirie. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le professeur Asensio. En effet, nous arrivons à la fin du premier tour d'observation orale de la France. La Cour se réunira de nouveau demain, mercredi 19 octobre, à 10 heures, pour entendre le second tour d'observation orale de la Guinée équatoriale. L'audience est levée.